Chapitre 1. Le village de Marlécombe somnolait sous le soleil de fin septembre, parfaite aquarelle de bonheur rural. Une lumière mielleuse réchauffait la pierre dorée des cottages, et les derniers rosiers d'été tombaient sur les haies soigneusement taillées. L'air lui-même semblait vibrer d'un rythme calme et ordonné. Le carillon lointain de l'horloge de l'église, le murmure des abeilles dans la lavande, la douce brise du matin. Clic, clic d'aiguilles, à tricoter depuis un banc, dans le jardin du presbytère. Miss Jane Marple, assise sur ce même banc, était le point fixe autour duquel tournait ce monde tranquille. Pour un observateur non averti, elle n'était qu'une douce dame âgée, un peu frêle peut-être, le visage ridé, les cheveux blancs soigneusement noués sous un chapeau de paille. Ses mains, ornées d'une unique bague à l'ancienne, bougeaient, avec une précision constante et automatique, la laine bleu pâle coulant entre ses doigts comme un ruisseau. Elle confectionnait une layette pour la nièce attendue de sa femme de chambre, une tâche aussi prévisible et réconfortante que le village lui-même. Mais les yeux de Miss Marple, d'un bleu étonnamment vif et clair, ne laissaient rien passer. Derrière son tricot, ils observaient le monde avec l'acuité d'un naturaliste étudiant un habitat complexe, et l'habitat de Marlécombe, malgré son apparente sérénité, grouillait de vie, d'ambition et de discorde silencieuse. Elle regarda le jeune Tommy Pierce, le fils du maître de poste, dévaler l'allée à vélo, sa sacoche de télégrammes, claquant follement. C'était un garçon espiègle, à l'œil vif, qui aimait écouter aux fenêtres, une habitude que Miss Marple lui avait gentiment reprochée à plusieurs reprises. Elle vit Madame Lavinia Stone, de la grande maison, Marley Court, sortir de l'épicerie, la posture figée par la désapprobation, tandis qu'elle jetait un coup d'œil vers le pub, le Jolly Fox. Son regard était fixé, remarqua Miss Marple, non pas sur le pub lui-même, mais sur la fenêtre du haut, où la nouvelle serveuse, une jolie petite fille frivole nommée Daisy, secouait un chiffon en riant. Un instant plus tard, le colonel Arthur Wentworth, retraité et flamboyant, sortit du Jolly Fox, ajustant sa veste en tweed, l'air légèrement penaud. Il ne vit pas sa femme, mais Miss Marple vit tout le drame non exprimé, la suspicion, la culpabilité, la défiance se jouer dans ce tableau villageois unique et silencieux. C'était, pensa-t-elle, un peu comme revoir la même pièce, saison après saison, avec des acteurs légèrement différents. La nature humaine, d'après son expérience, était d'une constance déprimante. Sa compagne sur le banc, l'épouse du vicaire, Madame Dora Clément, était moins observatrice, mais beaucoup plus loquace. Un autre télégramme pour le hall, à ce que je vois, murmura-t-elle, en regardant Tommy Pierce disparaître dans l'allée de Marley Court. C'est le 3e cette semaine. Pauvre Monsieur Croft, il doit être sous une telle pression. On dit que ses affaires à Londres sont en difficulté. Vraiment ? Demanda Miss Marple d'un ton doux, ses aiguilles ne s'arrêtant jamais. J'avais entendu dire qu'il allait très bien. On entend tant de choses, n'est-ce pas? Oh, mais ça vient du neveu de mon cousin qui est en ville, dit Madame Clément, avec l'assurance inébranlable des commères du village. Il a dit que le cabinet Croft & Spenlow était un château de cartes. Et avec la fête de samedi, eh bien, c'est très gentil de sa part de l'organiser encore dans son domaine, vu qu'il a toujours été si généreux. Miss Marple émit un ton évasif. Laurence Croft s'était montré généreux depuis l'achat de Marley Court 5 ans plus tôt. Autodidacte issu d'un milieu modeste,
il semblait savourer son rôle de principal bienfaiteur du village, contribuant au fonds pour le toit de l'église, sponsorisant l'équipe de cricket et ouvrant chaque année ses magnifiques jardins pour la fête paroissiale. C'était un homme imposant et bruyant, d'une cordialité qui semblait parfois un peu forcée, mais ses chèques étaient toujours encaissés. Sa femme, Eleanor, une femme délicate et nerveuse, semblait se rétracter sous sa présence bruyante. « J'espère que le temps se maintiendra », continua madame Clément. « La tombola est un vrai moment fort, et les confitures de mademoiselle Henderson sont toujours les premières vendues. C'est pour la bonne cause, bien sûr, la fête de l'Église. » Le point culminant du calendrier social, Marley Combe. Un tourbillon de gâteaux faits maison, de stands de plantes timidement agressifs et d'une compétition féroce et tacite pour le prix du meilleur gâteau éponge. C'était un microcosme de la vie du village, un théâtre parfait pour toutes ces petites vanités et tensions. En effet, murmura Miss Marple, son regard se reportant à la fenêtre du haut du Jolly Fox. Daisy avait disparu, mais le colonel Wentworth était maintenant engagé dans une conversation un peu trop chaleureuse avec le forgeron, le regard perdu dans les parages. C'est toujours si éclairant. Le jour de la fête s'est levé clair et lumineux. Les pelouses de Marley Court furent bientôt parsemées d'étals et de tables à tréteaux ornées de banderoles. L'air était chargé d'odeurs d'herbes coupées et de beignets frits, et le doux murmure des conversations montait dans l'air chaud. Miss Marple, vêtue de sa plus belle soie lilas, se frayait un chemin à travers la foule, un panier au bras, achetant un pot de miel ici, un paquet d'aiguilles là, tout en écoutant. Elle écoutait la voix tendue et lumineuse d'Eleanor Croft vantant la composition florale du W.I. Elle écoutait la jovialité tonitruante et surabondante de Laurence Croft, qui présidait la tombola, tapant dans le dos des hommes. Elle vit Tommy Pierce se faufiler dans la foule, les yeux écarquillés, absorbant sans doute des bribes de conversation adulte qu'elle reprenait plus tard. Elle vit Daisy, la barmaid, ravissante dans sa robe d'été, attirant les regards admiratifs de plusieurs jeunes hommes et les regards glacials de leur mère. C'est lors du tirage de la tombola, le premier prix étant une élégante mallette, en cuir offerte par M. Croft lui-même, que l'ambiance changea. Debout sur une petite estrade, Croft annonça le billet gagnant. Le numéro était tenu par un fermier au visage rouge, qui s'approcha lourdement pour récupérer son prix. Croft, rayonnant, présenta la mallette. « Voilà, Jepson, assez bien pour un directeur d'entreprise, quoi !» s'exclama-t-il. Le fermier, maladroit sous les projecteurs, jouait avec les fermoirs en laiton. « Très malin, monsieur, vraiment très malin !» Il parvint enfin à l'ouvrir. Son sourire se transforma en une expression de déception perplexe. « Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça ?» Niché dans l'écrin immaculé et vide, se trouvait un seul objet, une aiguille à tricoter. Elle n'était pas neuve, elle était légèrement tordue, sa peinture bleu pâle écaillée par l'usage. Quelques personnes au premier rang ricanèrent, pensant à une blague. Mais Laurence Croft ne rit pas. Sa jovialité disparut comme effacée. Son visage, un instant plus tôt livide, prit une teinte grisâtre, tachetée et maladive. Il fixait l'aiguille comme un serpent venimeux. Sa femme laissa échapper un petit cri aigu et se serra la gorge. « Une erreur, une bêtise !»
balbutia Croft en saisissant l'étui et en le refermant d'un coup sec. Ses mains tremblaient. Une farce, rien de plus. À qui le prochain prix? La foule, momentanément déstabilisée, s'éloigna bientôt, apaisée par la promesse de nouveaux prix et d'une nouvelle tournée de thé. Mais Miss Marple n'avait pas bougé. Elle avait lu la terreur crue et sans phare dans le regard de Laurence Croft. Elle avait aussi reconnu l'aiguille à tricoter. Elle était identique à celle qu'elle utilisait elle-même, de taille et de fabrication courante, mais sa couleur, cette nuance particulière de bleu pâle, était inhabituelle. Elle en utilisait une paire identique la veille encore. Elle réalisa avec sursaut qu'elle n'en avait plus qu'une. Elle avait cru qu'elle avait simplement roulé sous une chaise. Mais elle était là, un message silencieux et plié dans une dépêche, et elle avait frappé un homme de terreur alors qu'il était encore debout. La fête touchait à sa fin. Les stands étaient rangés et les villageois rentraient chez eux, satisfaits et repus. Le soleil de septembre baissait, teintant le ciel de nuances de rose et d'or. La paix de Marleycombe s'installait à nouveau. Le bruit fut interrompu juste après le crépuscule par un cri. Il provenait de Marley Court, un son aigu et perçant, d'horreur pure, qui perturba le calme crépusculaire. Il fut suivi de cris et du tintement frénétique du téléphone dans le hall des Croft. Bien avant que la voiture de police, sonnant d'une voix pressante, ne descende en trombe l'étroite ruelle du chef-lieu, Miss Marple le savait. L'aiguille à tricoter n'était pas un message. C'était un avertissement. Et quelqu'un, semblait-il, n'y avait pas prêté attention. Laurence Croft était mort. On avait retrouvé dans son bureau la même mallette ouverte sur le bureau à côté de lui. Mais ce n'était pas cette mallette qui l'avait tué. Il avait reçu un violent coup à la tête. Et à côté de sa main tendue, sur le tapis perçant, reposait l'autre aiguille à tricoter bleu pâle, dont la pointe était maculée d'un cramoisi sombre et sinistre. Utsi, chapitre 2. Le cri qui frappa la soirée de Marleycombe n'appartenait pas, comme on aurait pu le supposer, à Madame Croft. Il provenait de l'aide quotidienne, une femme robuste et raisonnable, nommée Madame Trevelyan, revenue au manoir chercher un sac oublié. C'est elle qui avait trouvé la porte du bureau entr'ouverte, la lampe allumée sur le bureau et M. Croft affalé sur le sol, comme un bœuf abattu. Son cri fit fuir Eleanor Croft du salon, où elle était allongée, souffrant d'un mal de tête. Ce fut l'évanouissement silencieux de Madame Croft, qui poussa le jardinier, toujours occupé à ranger les chaises pliantes de la fête, à courir vers la cabine téléphonique publique devant le Jolly Fox. Le village, qui s'était installé dans son calme nocturne, reprit instantanément vie. Des lumières s'allumèrent aux fenêtres des chaumières. Des silhouettes apparurent dans les embrasures de portes, enfilant des cardigans par-dessus des chemises de nuit, attirés par le hurlement étrange de la cloche de la police. Une petite foule sinistre commença à se rassembler aux grilles de Marley Court, maintenue à distance respectueuse par un jeune agent de police Walker, désemparé, arrivé le premier sur les lieux et désespérément dépassé. Miss Marple, depuis son jardin de cottage, près de l'église, avait une vue dégagée sur les allées et venues. Elle ne rejoignit pas les spectateurs à la grille. Elle entra, fit chauffer la bouilloire et se prépara du thé. C'était, selon elle, la condition indispensable pour avoir les idées claires. Elle s'assit dans son fauteuil recouvert de chintz, son propre tricot,
une simple torsade d'un brin convenable mis de côté. Son esprit n'était pas tourné vers la laine, mais vers le visage terrifié de Laurence Croft quelques heures plus tôt, et le placement glaçant et délibéré de cette aiguille ensanglantée. Près d'une heure plus tard, une voiture familière, à l'air plutôt fatigué, s'arrêta devant son portail. L'inspecteur principal Albert Drew, un homme grand et costaud, au visage aimable et fatigué, en descendit. Il n'était pas du chef-lieu du comté, mais de Scotland Yard, et sa présence témoignait de la gravité de la situation. Il était aussi, grâce à une précédente affaire délicate impliquant un vin de sureau empoisonné, une connaissance de Miss Marple. Il appréciait sa connaissance du terrain, même s'il ne l'avouerait jamais à ses supérieurs. « Mademoiselle Marple », dit-il en ôtant son chapeau tandis qu'elle ouvrait la porte. « Je suis désolé de vous déranger si tard. »« Pas du tout, inspecteur principal, je vous attendais. L'eau vient de bouillir, vous prendrez bien une tasse de thé. » Ce n'était pas une question. Quelques minutes plus tard, il était assis dans le fauteuil en face du sien, une grande tasse en porcelaine semblant fragile dans ses mains. « Une mauvaise affaire ?» commença-t-il en sirotant son thé chaud et fort avec gratitude. « Laurence Croft, matraquée, très salissant. »« C'est affreux, » dit Miss Marple. « Et l'instrument ?» Drew soupira. « On ne sait pas encore. Il ne reste rien sur les lieux, sauf... » Il marqua une pause, se demandant ce qu'il fallait dire. « Un détail assez étrange. Une aiguille à tricoter. Près du corps. C'est... Eh bien, il y a du sang dessus, vraiment ?» dit Miss Marple en haussant légèrement les sourcils. « C'est étrange. On ne croirait pas qu'une aiguille à tricoter soit une arme particulièrement efficace. Enfin, une matraque. »« Non, » acquiesça Drew. « Ce n'est pas le cas. Le médecin dit que c'est totalement incompatible avec la blessure. Mais c'était là, placé délibérément, semble-t-il. Comme celui de la mallette, » dit Miss Marple à voix basse. L'inspecteur en chef la fixa du regard. « Comment diable sais-tu ça ?»« Tout le monde l'a vu, inspecteur principal. Cela a fait grand bruit. Monsieur Croft en a été profondément affecté. C'était, je crois, un avertissement. Et maintenant, il semblerait que ce soit une signature plutôt macabre. » Drew posa sa tasse avec fracas. « Un avertissement ? De qui ? Quelqu'un a vu qu'il a mise dans l'étui ? » ?»« Oh non, » dit Miss Marple. « La mallette est restée exposée tout l'après-midi sur la table de tombola. N'importe qui aurait pu la glisser. C'était un lieu très public, mais il y avait du monde. Ça aurait été l'affaire d'un instant. » Drew grogna en sortant un carnet. « Ça change les choses. Ça suggère une préméditation. Une rancune. » Il la regarda, l'air franc. « Vous connaissez ces gens, Miss Marple. Qui voudrait tuer Laurence Croft ?» Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « C'est une question très vaste. Monsieur Croft était un homme de caractère. De tels hommes se font souvent des ennemis aussi bien que des amis. Il était généreux, mais il pouvait être autoritaire. Il aimait être le maître, le bienfaiteur. Ce genre d'attitude peut engendrer du ressentiment chez ceux qui se sentent traités avec condescendance. Quelqu'un en particulier ? Eh bien, il y a le colonel Wentworth, dit-elle pensivement. Monsieur Croft avait récemment surenchéri sur lui pour un terrain sur lequel le colonel avait jeté son dévolu. Le colonel est un homme fier, et sa situation financière n'est plus, je crois, ce qu'elle était.
Un affront public comme celui-là peut s'envenimer. Drew griffonna. Wentworth, armé à la retraite. C'est vrai. Qui d'autre? Il y a bien sûr la question de Daisy. Marguerite? La nouvelle serveuse du Jolly Fox. Une très jolie jeune fille. Monsieur Croft était attentionné. Le colonel est lui aussi plutôt sous le charme. Madame Croft le savait. Et Madame Stone de la cour, qui fait office de gouvernante compagnon, désapprouve vivement. Elle est très protectrice envers Madame Croft. Drew se passa la main sur le visage. On a donc un mari jaloux, un ami protecteur et une femme blessée. Tout est possible. Mais une aiguille à tricoter. Il la regarda, une nouvelle pensée lui traversant l'esprit. C'est une arme féminine, n'est-ce pas? Au sens symbolique du terme. Vraiment? Demanda Miss Marple. J'ai toujours trouvé que le symbolisme de la violence était généralement assez simple. Une arme à feu évoque un désir de distance et de finalité. Un couteau évoque la passion ou l'intimité. Un coup à la tête, c'est de la colère. Une colère brute, furieuse. L'aiguille à tricoter, c'est différent. On dirait un message. Une provocation. Une provocation de la part d'une femme, alors, insista Drew. Peut-être, concéda Miss Marple, ou peut-être de quelqu'un qui souhaite vivement que nous pensions qu'il s'agissait d'une femme. Elle se leva et se dirigea vers un petit panier à ouvrage près de la fenêtre. Elle en sortit une aiguille à tricoter. Elle correspondait à celle que Drew avait décrite. Même taille, même marque, même couleur bleu pâle, ébréchée par l'usage. « Je crois que c'est sa paire, » dit-elle doucement. « Je l'ai manqué hier. Je pensais l'avoir simplement égaré. Il semble maintenant qu'on me l'ait volé dans mon sac de jardin pendant la fête. Je le laisse souvent près du banc pendant que je m'occupe des roses. » L'inspecteur principal Drew lui a pris l'aiguille. C'était un outil domestique tout à fait inoffensif. Pourtant, dans le contexte d'un meurtre, elle paraissait sinistre, chargée de malveillance. Alors le tueur, dit-il lentement, était là, à la fête. Ils t'ont pris ça, ont utilisé sa paire pour mettre en scène cette scène de tombola. Et plus tard, sa voix s'éteignit, les implications pesant sur lui. Le tueur n'était pas qu'une silhouette obscure. Il était l'un des visages de cette foule joyeuse et ensoleillée. Il s'était déplacé parmi leurs voisins, souriant peut-être. Tout. Il avait passé la matinée à interroger la maisonnée. Madame Croft, sous sédatif et accablée de chagrin, était restée à peine cohérente. Le médecin avait interdit tout interrogatoire supplémentaire. La gouvernante, Madame Lavinia Stone, avait été un pilier d'efficacité, ses réponses étaient sèches, son attitude suggérant que toute cette affaire n'était qu'une vulgaire intrusion qu'elle était contrainte de subir. Monsieur Croft était un homme bien, avait-elle déclaré, les mains serrées sur les genoux de sa robe grise, austère. Un employeur généreux. Il avait ses défauts, bien sûr. Une certaine brutalité. Mais ce n'est pas une raison pour ça. Elle avait confirmé les tensions dont Drew avait déjà entendu parler, le ressentiment du colonel concernant l'offre foncière, les attentions de M. Croft envers la serveuse, Daisy, que Madame Stone avait décrite avec un sourire. Elle avait vu l'aiguille à tricoter dans la mallette lors du tirage de la tombola et avait pensé que c'était une plaisanterie de mauvais goût.
Cela a terriblement bouleversé Madame Croft, ajouta-t-elle. C'est une femme fragile. Le choc, et puis... Son sang-froid s'était brisé pendant un instant révélateur, et Drew ne vit pas de chagrin, mais une colère brûlante et furieuse dans ses yeux avant que les volets ne se referment. Drew s'apprêtait à s'aventurer dans le village, au cœur des ragots, le renard jovial. Mais d'abord, il voulait parler au garçon. Selon la femme du pasteur, Tommy Pierce savait tout ce qui se passait à Marleycombe, généralement avant que cela n'arrive. Il trouva Tommy, non pas chez lui, mais là où tout garçon, ayant un jour de congé, se trouverait naturellement, au bord de la rivière, essayant de faire des ricochets avec une concentration intense. Il sursauta, coupable, à l'approche de l'homme imposant à l'allure officielle, la main refermée sur les pierres dans sa poche. « Thomas Pierce » demanda Drew, tout en sachant que c'était lui. « Oui, monsieur, » dit Tommy, les yeux écarquillés. « Je suis l'inspecteur principal Drew. J'ai cru comprendre que vous étiez à la fête hier, à distribuer des télégrammes, etc. » Tommy hocha la tête, soudain impatient de se faire remarquer. « Oui, monsieur, j'ai apporté le dernier pour... Monsieur Croft juste avant la tombola. Il en était ravi, monsieur. Il m'a donné une demi-couronne entière. » Drew rangea ça. Un télégramme qui avait fait plaisir à un homme peu avant sa mort était intéressant. « Avez-vous vu autre chose? Quelque chose d'inhabituel? Quelqu'un près de la table de tombola qui n'aurait pas dû être là? » Le visage de Tommy se crispa, pensif. « Il y avait beaucoup de monde à proximité, monsieur. Tout le monde voulait voir les prix. Il y avait la caisse, un jambon de monsieur Higgs, le boucher, et... Avez-vous vu quelqu'un mettre quelque chose dans? » « L'affaire » interrompit doucement Drew. Tommy secoua la tête. « Non, monsieur, mais... » Il hésita, un air rusé traversant son visage. L'expression d'un garçon qui sait que ces informations ont de la valeur. J'ai vu quelque chose de drôle. Après que M. Croft se soit mis en colère à cause de l'aiguille. Ça, c'était quoi? J'ai vu le sac à tricot de Miss Marple, dit Tommy d'une voix basse, d'un air conspirateur. Il était sur le banc près de la roseraie du presbytère, et quelqu'un regardait dedans. Drew ressentit un choc. Qui était-ce, fiston? Le visage de Tommy s'assombrit légèrement. Je ne voyais plus très bien. Il me tournait le dos. C'était une dame, je crois, avec un grand chapeau mou, comme beaucoup de dames. Elle était juste en train de fouiller. Puis elle s'éloigna rapidement vers les buissons de lavande. Une dame avec un chapeau? C'était désespérément vague. Ça aurait pu être n'importe qui. Tu n'as pas vu son visage du tout? Non, monsieur. Désolé, monsieur. Puis son expression s'éclaira. Mais j'ai entendu quelque chose? Plus tard, en ramenant les caisses de limonade vides à la cave du pub, la fenêtre du bar était ouverte. « Et qu'as-tu entendu, Tommy » demanda Drew, la patience à bout. « J'ai entendu M. Croft et le colonel » murmura le garçon. Ils étaient en train de s'amuser comme des fous, de vrais cris. Que disait-il? Le colonel était furieux. Il a dit quelque chose comme « Ne t'approche pas d'elle, Croft » ou alors... Et M. Croft a ri, d'un rire méchant, et a dit « Ou quoi, Arthur? Tu vas me dénoncer? Ton crédit ne couvrirait pas les pistolets. » Puis le colonel a dit... Il a dit... Tommy marqua une pause pour l'effet dramatique. Il a dit « On se voit en enfer d'abord. » Drew fixa le garçon. «
C'était un oui-dire provenant d'une personne connue pour son écoute indiscrète, mais cela sonnait vrai. C'était un motif classique exprimé sous forme de menace furieuse. Il donna 6 pence à Tommy pour le remercier et le regarda s'enfuir, déjà considéré comme un héros. Son arrêt suivant fut le Jolly Fox. Le pub était calme, l'air chargé de bière de la veille. La jolie barmaid, Daisy, astiquait des verres. Les yeux rouges, elle parut terrifiée lorsque Drew se présenta. « Je n'ai rien fait », lâcha-t-elle, avant même qu'il puisse poser une question. « Ce n'est pas ma faute s'il a été gentil avec moi. »« Personne ne le dit, ma chère, » dit Drew d'un ton paternel. « J'ai juste besoin de comprendre ce qui s'est passé hier. J'ai entendu dire qu'il y avait eu une dispute entre M. Croft et le colonel Wentworth. » Daisy hocha la tête en s'essuyant les yeux du revers de la main. C'était horrible, ici même, au bar. Le colonel, il est toujours si gentilhomme, mais il était dans un état convenable. Il a dit que M. Croft se ridiculisait et me ridiculisait. Elle rougit. M. Croft s'est moqué de lui. Il lui a dit qu'il était un vieux has-been ruiné. Le colonel est devenu tout rouge et silencieux. C'est là qu'il a dit cette histoire d'enfer. Puis, il est parti en trombe. « Et où étais-tu pendant la fête ?» demanda Drew. « Je suis surtout ici pour régler les affaires du midi. J'y suis quand même allé 1 heure. Je voulais voir les stands. » Elle sourit faiblement. « J'ai gagné une noix de coco. » Drew quitta le pub avec le sentiment d'avoir trouvé un suspect clair et convaincant. Une humiliation publique, une menace envers une femme, une violence à peine contenue. Cela collait. Cela collait presque trop bien. Il était si convaincu qu'il faillit ne pas prendre le chemin suivant, celui qui menait au cottage de Miss Marple. Mais le sens du devoir et un profond respect pour l'esprit de la vieille dame le contraignirent. Il la trouva dans son jardin, non pas en train de tricoter, mais en train d'examiner attentivement ses rosiers, une truelle à la main. « Inspecteur. Principal, » dit-elle en levant les yeux. « Vous avez été très occupé. Vous avez l'air d'un homme qui croit avoir trouvé la réponse. » Drew, légèrement décontenancé, résuma ses conclusions. L'argument menaçant, le mobile du colonel, son expérience militaire qui pourrait le rendre habile avec une arme improvisée. Miss Marple écoutait patiemment, repoussant une mèche de cheveux blancs sous son chapeau. « Cela paraît évident, n'est-ce pas ?» dit-elle finalement. « L'évidence n'est pas toujours fausse, Miss Marple. »« Non, absolument pas. Mais d'après mon expérience, la voie évidente est souvent celle qu'on nous impose. Ce sont les petits détails gênants qui sont si souvent ignorés parce qu'ils ne cadrent pas avec le schéma évident. Comme, demanda Drew, une pointe de défensive dans la voie. Comme l'aiguille à tricoter, dit-elle simplement. Le colonel Wentworth est un homme d'action. S'il était pris d'une rage folle, mettrait-il en scène un avertissement ? Aussi élaboré, presque théâtral. Mettrait-il ensuite en scène la scène du meurtre avec une seconde aiguille ? C'est féminin, calculé. On dirait quelqu'un qui pense en termes de subtilité et de symboles, et non de force brute. Elle se pencha et désigna avec sa truelle la base d'un rosier. « Regardez ici,
Inspecteur principal. Drew s'accroupit. Là, dans la terre meuble, se trouvait une empreinte nette et nette. C'était celle d'une chaussure de femme, avec un petit talon caractéristique et un motif décoratif sur la semelle. « Ce n'était pas là hier, » dit Miss Marple. « Je désherbe ce parterre tous les matins. Quelqu'un se tenait ici, tout récemment, tout près du banc où j'avais laissé mon sac à tricot. Il était caché du chemin par ce buisson de lavande. Il attendait peut-être. » Drew fixa l'empreinte. C'était une preuve tangible physique qui contredisait sa théorie. Le colonel Wentworth refusait de porter une chaussure de femme à semelle décorative. « La personne qui m'a pris mon aiguille, » poursuivit Miss Marple doucement, « ne l'a pas fait. » Dans un accès de colère, elle l'a fait calmement, froidement, avec un objectif précis et cruel. Ce n'est pas un homme furieux, c'est une femme très en colère. Chapitre 4. L'empreinte de pas dans le massif de rose était un coup d'eau dans la théorie de l'inspecteur-chef Drew. Il la fit photographier et mesurer avant que la rosée de septembre ne s'évapore, attirant les regards curieux des passants. L'empreinte était petite, nette et indéniablement féminine. Elle exprimait la patience, non la passion, celle d'une personne tapie dans l'ombre de la lavande, guettant un instant d'inattention. Cela n'exonéra pas le colonel Wentworth, mais cela le compliqua. L'esprit de Drew, véritable instrument pratique, peinait à gérer cette contradiction. Un militaire furieux matraquant son rival était une chose. Une intrigue théâtrale impliquant des aiguilles à tricoter volées en était une autre. Peut-être, se dit-il, le colonel avait-il une complice? Une femme. Cette pensée lui vint avec un bruit sourd. Daisy, la serveuse? Elle semblait trop légère, trop simple pour une malice aussi complexe. Madame Croft? Prostrée de chagrin et de sédatif. Madame Stone? La sévère gouvernante semblait plus encline à lui administrer une sévère réprimande qu'un coup fatal. Frustré, Drew décida de s'en tenir au fil le plus évident. Il trouva le colonel Wentworth non pas chez lui, mais au terrain de cricket, de Marlécombe, seul, lançant méthodiquement une balle de cricket sur une souche. Le bruit sourd du cuir sur le bois était un son aigu et solitaire dans l'air immobile. C'était l'action d'un homme qui essayait de se sortir quelque chose de la tête. « Colonel Wentworth ? Un mot, s'il vous plaît. » Le colonel s'arrêta, les épaules raidies. Il se retourna, le visage marqué par la lassitude et le défi. « Inspecteur, vous venez m'arrêter, je suppose ? Tout le village semble penser que c'est moi qui l'ai fait. J'aimerais parler de votre dispute avec Monsieur Croft hier après-midi, dans le Renard Gai. » La mâchoire de Wentworth se serra. « J'ai perdu mon sang-froid, je l'avoue. Cet homme était un goujat, un rustre. Il pensait pouvoir tout acheter. « Des terres, du respect, des gens !» Le dernier mot fut craché. « Mais je ne l'ai pas tué. Une menace proférée avec véhémence est une chose. La mettre à exécution en est une autre. Où étais-tu entre 7 et 8 heures hier soir ?» demanda Drew d'un ton neutre. « À la maison. Seul. Ma femme était à une réunion du comité paroissial. Vous devrez me croire sur parole. » Il ramassa la balle de cricket et la fit tourner dans sa main. « Je méprisais Croft, inspecteur. Je ne regrette pas sa mort. Mais je suis un soldat. Si j'avais voulu le tuer, je l'aurais regardé dans les yeux et utilisé un revolver de service au lieu de le frapper dans le noir comme un vulgaire escroc. » Il reprit sa balle,
dos à Drew, un geste clair de congédiement. Le bruit sourd de la balle recommença, chaque impact marquant un point à la fin d'une phrase. Drew s'éloigna, insatisfait. Les paroles du colonel sonnaient justes. Elles correspondaient à l'analyse de Miss Marple. C'était l'aiguille à tricoter qui ne convenait pas. Son prochain arrêt fut le bureau de poste. L'intérieur était sombre et sentait l'encre et la cire à cacheter. Monsieur Pierce, le père de Tommy, était un petit homme nerveux portant des lunettes, dont les mouvements précis rappelaient ceux d'un oiseau. Il était terrifié par la police. « Le télégramme, oui, bien sûr, inspecteur », balbutia-t-il en sortant la copie carbone d'un tiroir de classement d'une main tremblante. Remis par Tommy vers 15h15. Voyons voir. Il venait de Croft & Spenlow, Londres. Adressé à M. Croft, personnellement. Drew prit la feuille fragile. Le message était bref et, à ses yeux, incompréhensible. Solde du compte 7481 complètement réglé. Confirmation à suivre. Spenlow. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Drew M. Pierce cligna des yeux. Oh, eh bien, ça a l'air d'être une bonne nouvelle, non? Solde entièrement réglé. Je dirais que quelqu'un a remboursé une grosse dette. Une très bonne nouvelle, en effet. Bonne nouvelle, le contraire de ce que les rumeurs du village avaient prétendu. Croft n'était pas au bord de la ruine. On lui avait lancé une bouée de sauvetage. Qui voudrait tuer un homme qui venait de régler ses problèmes financiers, à moins que la résolution de ses problèmes ne crée un problème pour quelqu'un d'autre. Drew sentit les pièces du puzzle bouger à nouveau. Il avait besoin de parler à la seule personne qui voyait le monde, non pas comme une série de faits, mais comme une mosaïque de motivations humaines. Il trouva Miss Marple dans le cimetière, déposant un petit bouquet d'asters à floraison tardive sur une tombe. Elle leva les yeux à son approche. « Bonjour, inspecteur principal. Vous avez l'air perplexe. Le télégramme, dit-il sans préambule. C'était une bonne nouvelle. Les problèmes commerciaux de Croft étaient terminés. Une grosse dette avait été remboursée. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Oh, c'est très intéressant. Ça change la donne, n'est-ce pas? Autant pour les rumeurs sur sa ruine imminente. Madame Clement sera bien déçue. » Elle se redressa, époussetant une tache de terre de son gant. Cela suggère que le mobile n'était pas financier, ou du moins pas comme on le supposait. Comment cela pourrait-il être autrement? Demanda Drew, sincèrement curieux. Eh bien, dit-elle en s'engageant lentement sur le chemin d'allée, si une dette importante a été réglée, cela implique que M. Croft a récemment perçu une somme importante. Ou que quelqu'un d'autre, pour des raisons personnelles, l'a payé à sa place. Un tel acte est rarement sans condition. Peut-être une promesse a-t-elle été rompue, peut-être une attente déçue. Ils avaient atteint le porche. De là, ils avaient une vue dégagée sur la porte d'entrée du Jolly Fox. Sous leurs yeux, la porte s'ouvrit, et Daisy, la serveuse, apparut. Elle ne portait pas sa tenue de travail, mais un élégant manteau et un chapeau neuf. Elle portait une petite valise. Elle parcourut la ruelle du regard, un air furtif et inquiet se lisant sur son joli visage. Puis, elle se mit à marcher rapidement, non pas vers le village, mais vers la halte ferroviaire, à 1,5 kilomètre de là. Et maintenant, où pensez-vous qu'elle va? Murmura Miss Marple. Drew sentit son instinct professionnel s'emparer de lui. « Elle court. Vraiment ?» dit Miss Marple d'un ton doux. « Où est-elle renvoyée? »
Avant que Drew puisse répondre, une autre silhouette émergea du pub. C'était le tenancier, M. Higgs, un homme corpulent et costaud. Il se tenait debout, les mains jointes, regardant Daisy s'éloigner d'un air sombre. Il n'avait pas l'air d'un homme qui venait d'accorder un congé à son employé. « Excusez-moi, mademoiselle Marple », dit Drew d'une voix tendue. Il traversa la ruelle à grands pas. « Monsieur Higgs, un instant !» Le tenancier se retourna, son expression passant de la sévérité à un respect prudent. « Inspecteur. »« Où va ta barmaid si pressée ?» Higgs cracha par terre. « Je l'ai virée, non ?»« Ce matin, je lui ai dit de partir avant midi. Je dirige une maison respectable. Je n'ai pas besoin d'ennui. Pas ce genre d'ennui. Avec un meurtre et tout ça, et elle au centre. Mauvais pour les affaires. « Tu sais ?» demanda doucement Drew. Il regarda la voie vide où Daisy avait disparu. Un témoin important, peut-être même un suspect, s'éclipsait. Il prit une décision rapide. « Il faut que je lui parle avant qu'elle ne quitte les lieux. » Quel train prenait-elle? Higgs haussa ses épaules imposantes. « Le vol de 12h15 pour Londres, je crois. Plus qu'un vol avant ce soir. » Drew se tourna vers Miss Marple, qui avait observé l'échange depuis le porche. « Je dois l'arrêter ?» dit-il. « Bien sûr, » répondit Miss Marple. Mais son regard ne se posa pas sur Drew. Il se porta sur la fenêtre du haut du pub où un voilage se referma. Il est toujours sage de parler aux gens avant qu'ils ne décident de ne plus être disponibles. Tandis que Drew se précipitait vers sa voiture, déterminé à intercepter le train de 12h15, Miss Marple restait sous le porche. Elle ne pensait pas à la fuite de Daisy, mais au télégramme. Une dette réglée. Une bonne nouvelle pour Laurence, Croft. Mais pour qui était-ce une mauvaise nouvelle? Qui aurait pu espérer quelque chose de cet argent pour voir ses espoirs s'évanouir dans un bref message télégraphique? Elle pensa à Eleanor Croft, l'épouse délicate et nerveuse. Avait-elle compté sur un héritage désormais englouti par les dettes de son entreprise? La nouvelle du sursis avait-elle été un soulagement ou un coup dur d'un autre genre? Et elle pensa à l'empreinte de pas dans son jardin. Une chaussure de femme. Pas le talon pratique et robuste d'une gouvernante comme Madame Stone, mais une empreinte plus petite et plus décorative. Le genre de chaussure qu'une dame ou une jeune femme prétendant l'être pourrait porter. L'aiguille à tricoter avait été un message. Mais sa signification, comme la vérité de Marleycombe elle-même, demeurait cachée sous une façade charmante et mortelle. Chapitre 5. Le train de 12h15 à destination de Londres n'était pas un express. C'était un service local, lent et sifflant, qui s'arrêtait à chaque hameau et halte entre Marleycombe et la capitale. L'inspecteur principal Drew, bénéficiant de sa voiture officielle, l'intercepta quelques minutes avant la station suivante, Little Crockering. Il se tenait sur le quai, silhouette imposante et imposante, tandis que le train s'arrêtait en tremblant. Les passagers regardaient par les vitres sales, le visage terne d'ennui. Puis, dans un compartiment de 3e classe, tout au fond, il la vit. Daisy, collée contre la vitre, les yeux écarquillés de panique à sa vue. Elle se recroquevilla sur son siège lorsqu'il ouvrit la porte du compartiment. « Mademoiselle Daisy » dit-il d'une voix calme, mais sans laisser place à la discussion. « J'ai besoin que vous veniez avec moi, juste quelques questions. » Les autres passagers du compartiment, un fermier avec un panier à poules,
Une vieille dame avec un grand sac de voyage le fixait avec une curiosité débordante. Le visage de Daisy se décomposa. Elle n'avait aucune résistance, seulement une résignation terrifiée. Sans un mot, elle ramassa sa valise et le suivit hors du train jusqu'à l'arrière de sa voiture. Elle paraissait très jeune et effrayée. Il ne l'emmena pas dans l'atmosphère intimidante de Marley Court. Il la conduisit plutôt dans l'arrière-salle du commissariat du village, une petite pièce dépouillée qui sentait le cirage et les vieux papiers. Il la fit asseoir et lui offrit une tasse de thé qu'elle refusa, les mains jointes sur ses genoux. « Je n'ai rien fait, » murmura-t-elle, ces mots comme un mantra désespéré. « J'aimais bien M. Croft. Il était si gentil avec moi. Il m'offrait des petits cadeaux. »« Quel genre de cadeaux, Daisy ?» demanda Drew d'un ton doux. « Une jolie écharpe. Des bas. Il a dit qu'il prendrait soin de moi, que je n'aurais pas à être serveuse toute ma vie. » Elle leva les yeux, le suppliant de comprendre. Ce n'était pas ce que les gens pensent, ce n'était pas inconvenant. Il se comportait simplement comme un gentleman. Drew en doutait, fort, mais il laissa passer l'information. « Pourquoi as-tu fui, Daisy ? Monsieur Higgs m'a viré. Il a dit que j'étais source d'ennui. » Et avec le colonel en colère et tous les regards braqués sur moi, j'avais peur. Ma tante est à Londres. Je voulais juste aller quelque part où personne ne me connaissait. Où étiez-vous hier soir, entre 7 et 8 heures? Dans ma chambre, dit-elle vite, trop vite, au-dessus du pub. J'étais tellement fatigué après la fête. J'avais mal à la tête. Quelqu'un peut-il confirmer cela? Elle secoua la tête, la lèvre inférieure tremblante. Non, j'étais seul. Drew se pencha en avant. Daisy, nous sommes au courant de la dispute. Nous savons que le colonel Wentworth a menacé M. Croft à cause de ses attentions envers toi. C'est un motif puissant pour le colonel et... Il marqua une pause. Pour toi. Si M. Croft t'avait promis des choses, puis les avait peut-être reniées, ou si tu avais peur que le scandale ne te ruine. Daisy le fixa, horrifiée. « Tu crois que je... Non, non, je ne pourrais pas. Je n'ai jamais. Je ne saurais pas comment. » Elle se mit à pleurer, de gros sanglots qui trahissaient un véritable choc et une terreur profonde. « Il allait m'aider. Pourquoi lui ferais-je du mal ?» C'était la réaction d'une jeune fille, stupide et effrayée, pas celle d'une meurtrière, calculatrice. Drew sentit ses soupçons s'amenuiser. Elle était une feuille prise dans la tempête, et non la cause. Mais sa fuite avait laissé des traces. Quelqu'un avait voulu attirer l'attention sur elle et le colonel. Il s'arrangea pour que la femme d'un agent de police héberge Daisy temporairement, un compromis entre l'arrestation et sa disparition. Alors qu'il sortait du poste dans la lumière de l'après-midi, son agent s'approcha de lui. « Monsieur, nous avons identifié la chaussure. » « La chaussure ?»« L'imprimé du jardin de Miss Marple, monsieur, le fabricant. Ce sont des talons Lilac Court. Une ligne très populaire et bon marché. Vendue dans tout le comté. Une chaussure bon marché, pas celle que porte la châtelaine ou sa gouvernante. Celle d'une vendeuse, d'une fermière ou d'une serveuse. Drew repensa brusquement à Daisy, à son manteau neuf, à son élégant chapeau. Étaient-ce des cadeaux de Croft? Avait-elle menti
en affirmant être dans sa chambre. Avait-elle, avec ses jolies chaussures bon marché, volé l'aiguille dans le jardin de Miss Marple? Il était encore en train de réfléchir à tout cela lorsqu'il aperçut Miss Marple elle-même, marchant lentement dans la rue principale, un sac de course au bras. Elle lui emboîta le pas. « Alors tu l'as trouvée ?» dit-elle. « Je l'ai fait. » Elle est terrifiée. « Je ne pense pas qu'elle l'ait fait, mais... » Il lui parla de la chaussure, le talon Lilac Court. « Oh là là !» dit Miss Marple doucement. « Cela semble indiquer une accusation, n'est-ce pas? Mais c'est une chaussure très courante. Ma propre femme de chambre, Lucie, en possède une paire. Tout comme la nièce du vicaire lorsqu'elle vient la voir. Et Madame Trevelyan, la journalière qui a découvert le corps, privilégie cette marque. Ce n'est pas concluant. C'est un autre fil conducteur, dit Drew, la frustration perçant dans sa voix. Et ils semblent tous mener à un enchevêtrement et non à un chemin clair. La voie est peut-être toute tracée, mais nous la prenons par le mauvais bout, suggéra Miss Marple. Nous nous concentrons sur ceux qui auraient dû vouloir la mort de M. Croft. Et si le meurtre n'avait pas pour but de l'éliminer, mais de permettre autre chose? Permettre quoi? Je ne sais pas encore. Mais vous avez mentionné le télégramme. Une dette réglée. C'est un événement important. Cela change la situation financière du ménage. Peut-être devrions-nous nous intéresser à ceux qui seraient les plus touchés par ce changement. Drew réfléchit. Eleanor Croft hérite, je suppose, mais si la succession était criblée de dettes, elle n'obtiendrait peut-être rien. Ce télégramme signifie qu'elle obtient désormais une succession solvable. Cela lui donne un mobile. Passe pour le tuer. À moins, dit doucement Miss Marple, qu'elle ne le sache pas, à moins qu'elle ne croie le contraire. Les rumeurs au village annonçaient assurément la ruine. Et si elle croyait être sur le point de tout perdre? Une personne désespérée pourrait faire un geste désespéré pour obtenir ce qu'elle croit lui appartenir de droit, pour finalement découvrir trop tard que son action était inutile. Ils avaient atteint le portail du cottage de Miss Marple. Elle s'arrêta, la main sur le loquet. Il y a bien sûr une autre personne qui est profondément affectée par la situation financière. « OMS ? Madame Lavinia Stone, dit mademoiselle Marple. Elle n'est pas de la famille, c'est une employée. Si les Croft faisaient faillite et perdaient Marley Court, elle se retrouverait dans une situation très confortable. Un poste de gouvernante. Dans une grande maison de campagne et très convoitée. Elle n'est plus jeune. Trouver un nouveau poste serait difficile. Elle avait beaucoup à perdre. Drew imagina la gouvernante sévère et intègre dont la fureur était à peine dissimulée. Une femme qui valorisait l'ordre et la position sociale par-dessus tout. Une femme dont l'univers était menacé par la folie potentielle de son employeur. Était-ce un mobile, tuer la source du chaos pour préserver sa propre existence ordonnée? Cela semblait une raison froide et monstrueuse, mais Drew avait vu plus froid. Elle aussi, ajouta Miss Marple comme si elle lisait dans ses pensées, a accès à toutes les pièces de la maison. Elle en connaîtrait le rythme. Elle pourrait se déplacer sans être vue et elle saurait exactement où Madame Croft rangeait son panier. À tricot. Le clic du loquet résonna bruyamment dans la ruelle silencieuse. Miss Marple esquissa un léger sourire d'excuse. « Ce ne sont que des conjectures, bien sûr.
Mais d'après mon expérience, inspecteur en chef, le poison le plus dangereux se trouve souvent dans la bouteille la plus banale. C'est la colère, silencieuse et pragmatique qu'il faut surveiller. Celle qui planifie, celle qui guette dans les buissons de lavande, celle qui pense à utiliser une aiguille à tricoter pour la détourner de sa cible. Elle entra, laissant Drew sur le chemin. Il regarda le long du chemin vers Marley Court, ses murs de pierre luisant sous le soleil de l'après-midi. Tout semblait si solide, si permanent. Mais à l'intérieur, il le savait, se cachaient des cœurs emplis de peur, d'ambition et de désespoir. L'un d'eux avait explosé de violence. Chapitre 6. Le salon de Marley Court était un symbole de l'argent tranquille et du bon goût. Fauteuils en chintz généreusement rembourrés, table en acajou poli et aquarelle, de doux paysages témoignaient d'un confort hérité et non d'une richesse flamboyante et nouvelle. C'était le domaine d'Eleanor Croft, et maintenant, enveloppée de crêpe noire, elle tenait un mouchoir en dentelle sur ses yeux comme pour se protéger de la lumière. Elle n'était plus prostrée, mais vibrante d'une tension nerveuse, celle d'un oiseau. L'inspecteur principal Drew, se sentant corpulent et déplacé, s'assit en face d'elle. Madame Lavinia Stone se tenait, raide, près de la cheminée, sentinelle, silencieuse et vigilante. « Je n'arrive tout simplement pas à y croire, » murmura Madame Croft, d'une voix haletante. « Laurence, être enlevée si violemment, qui a pu faire une chose pareille? » « C'est ce que nous cherchons à découvrir, madame, » dit Drew. « J'ai besoin de comprendre l'état d'esprit de votre mari hier. Le télégramme qu'il a reçu, vous en a-t-il parlé ?» Les yeux d'Eleanor Croft cligna des yeux, un léger mouvement presque imperceptible, vers Madame Stone, avant de se tourner vers Drew. Le télégramme? Oh, oui. Il était soulagé. C'était pour affaire. Une affaire pénible était enfin réglée. Son ton était monotone, répété. Il ne correspondait pas à la description très heureuse de Tommy Pierce. Une grosse dette a été réglée, à ce que j'ai compris, insista doucement Drew. Ça a dû lui enlever un poids considérable. Et le vôtre aussi, oui, dit-elle d'une voix à peine audible, d'une voix à un poids énorme. Elle n'avait pas l'air soulagée. Elle paraissait terrifiée. Drew reporta son regard sur la gouvernante. « Et vous, Madame Stone, étiez-vous au courant de cette bonne nouvelle ?» Les lèvres de Lavinia Stone se pincèrent. « Monsieur Croft n'a pas discuté affaires avec le personnel, inspecteur. Je me soucie du bien-être de Madame Croft. » Son ton laissait entendre que ces questions nuisaient directement à ce bien-être. « Bien sûr, » dit Drew. Il se tourna vers la veuve. « L'objet mis en jeu pour la tombola, Madame Croft, l'aiguille à tricoter. Elle a semblé beaucoup contrarier votre mari. Savez-vous pourquoi ?» Une légère rougeur colora le cou pâle d'Eleanor Croft. C'était une plaisanterie cruelle, de très mauvais goût. Laurence détestait... Il détestait être ridiculisé. Sa main se porta à sa gorge. C'était un homme fier. Et les aiguilles elles-mêmes, poursuivit Drew en observant attentivement les deux femmes. Elles semblent être d'un type particulier, bleu pâle. Tricotez-vous, Madame Croft? Je le faisais avant. Mes yeux... plus tellement maintenant. Elle fit un geste vague vers un panier à ouvrage dans un coin, dont le contenu était un fouillis de laine délavée et d'aiguilles émoussées. Rien de bleu pâle. « Madame Stone !»
La posture de la gouvernante était on ne peut plus rigide, et pourtant, elle y parvint. Je n'ai pas le temps pour de telles frivolités, inspecteur. Mes devoirs m'occupent. Drew décida de tendre un piège. C'est un détail? Curieux. Le tueur semble particulièrement fasciné par le tricot, presque une obsession. Cela suggère un certain type d'esprit, vous ne trouvez pas? Un esprit domestique? Un femelle esprit. Il laissa les mots en suspens. Eleanor Croft parut perplexe. L'expression de Lavinia Stone resta inchangée. Mais ses jointures, là où elle agrippait la cheminée, blanchirent. Satisfait d'avoir semé le trouble, Drew prit congé. En descendant l'allée, il ressentit une frustration familière. Il n'avait rien appris de concret, seulement le froid de secret farouchement gardé. C'est, pas le menèrent, presque inévitablement, à l'église. Il trouva Miss Marple non pas dans le jardin du presbytère, mais dans l'église fraîche et sombre, disposant des fleurs dans un vase près de la chaire. Un parfum de chrysanthème emplissait l'air. « Il cache quelque chose », dit Drew, sans préambule, sa voix résonnant doucement dans l'espace voûté. Miss Marple coupa soigneusement une tige. La plupart des gens le sont, inspecteur principal. L'astuce consiste à déterminer quoi et pourquoi. Elle l'écouta raconter l'entretien, la peur palpable de Madame Croft, la froideur défensive de la gouvernante. « Voyez-vous, dit-elle lorsqu'il eut terminé, vous avez progressé. Vous avez confirmé que les nouvelles financières n'étaient pas, pour tout le monde dans cette maison, entièrement bonnes. Madame Croft en avait peur. C'est révélateur. Mais pourquoi? S'exclama Drew en levant les mains. Ça assure son avenir. Vraiment? Miss Marple déposa un dernier chrysanthème et recula pour admirer son œuvre. Peut-être que son avenir n'était pas celui qu'elle désirait. Ou peut-être que ce n'était pas celui qu'on lui avait promis. Elle se tourna vers lui, le regard clair et perçant dans l'obscurité. Vous avez mentionné une obsession pour le tricot, un esprit domestique. C'était très astucieux. Ça va inquiéter quelqu'un. Ça pourrait le rendre négligent. Elle prit son panier et se dirigea vers la porte. Il y a une personne à laquelle tu n'as pas pensé, tu sais. Quelqu'un qui est toujours là, en retrait. Quelqu'un qui voit tout et qui n'est vu de personne. « Qui ?» demanda Drew en la suivant. La personne qu'on oublie toujours dans ces grandes demeures, celle qui connaît tous les secrets, car elle est considérée comme faisant partie intégrante du mobilier. Elle s'arrêta devant la porte, clignant des yeux sous la lumière soudaine du soleil. La servante, la bonne? Mais Madame Croft dit qu'elle ne tricote presque plus. La bonne n'aurait aucune raison, la femme de chambre, interrompit doucement Miss Marple. Et celle qui vide les corbeilles à papier. C'est elle qui change les lits et trouve les lettres cachées sous les oreillers. C'est elle qui entend les disputes par la porte des domestiques. C'est elle qui sait quelles chaussures sont rangées dans quel placard et lesquelles ont été récemment débarrassées de la terre du jardin. Drew la fixa du regard, ouvrant une nouvelle voie d'investigation. Il avait interrogé les protagonistes, les stars du drame. Il avait ignoré les machinistes, Lucie, dit-il en se souvenant du nom.
La femme de chambre de Miss Marple a une paire de ses chaussures. Tout à fait, dit Miss Marple. Mais la femme de chambre de Monsieur Croft aussi. Une jeune fille nommée Sarah. Je la vois parfois faire les courses pour la maison. Elle porte des talons lilac court. C'est aussi, ajouta-t-elle, la nièce de Madame Stone. C'est comme ça qu'elle a obtenu ce poste. Le lien s'est installé comme une pierre dans un étang. La gouvernante, sévère et protectrice, et sa nièce, la domestique. Une famille dans la famille. Quelle loyauté existait-elle, quel secret partagé. Si Madame Stone sentait sa position menacée, songea Miss Marple. Si elle craignait l'effondrement de la maison, à qui se confierait-elle? À qui demanderait-elle de l'aide? Et une jeune fille, fidèle à sa tante, pourrait faire bien des choses qu'elle n'aurait pas envisagées en temps normal, surtout si elle croyait protéger son propre avenir. Elle esquissa un léger sourire d'excuse. Ce n'est, bien sûr, qu'une pensée. Mais dans un village comme Marley-Combe, inspecteur principal, la salle des domestiques est souvent la meilleure source d'information. Ce sont eux qui connaissent vraiment le prix de chaque chose. Elle s'éloigna, laissant Drew seul sous le porche de l'église. La place du village s'étendait devant lui, paisible et immaculée. Mais il ne voyait plus ce côté pittoresque. Il voyait un réseau de relations, de loyauté silencieuse et de dépendance cachée. Il voyait une maison où la maîtresse redoutait les bonnes nouvelles, où une gouvernante gardait un silence terrifié et où une servante pouvait détenir la clé de tout. Chapitre 7. L'appartement des domestiques de Marley Court était à 1000 lieues des somptueux salons. Accessibles par un escalier séparé, plus raide, les pièces étaient petites, sobres et fonctionnelles, sentant le savon et le linge amidonné. L'inspecteur principal Drew trouva Sarah, la femme de chambre, dans l'étroite lingerie, en train de plier des draps avec une efficacité machinale et experte. C'était une jeune fille pâle et frêle, d'environ 19 ans, aux cheveux châtains rentrés sous une casquette et aux mains nerveuses qui s'agitaient même occupées. Elle sursauta violemment lorsque Drew s'adressa à elle, manquant de laisser tomber une taie d'oreiller. « J'ai déjà parlé à l'autre policier, monsieur, » dit-elle d'une voix à peine chuchotée. « Je n'en sais rien. »« J'en suis sûr, » dit Drew d'un ton oncle qu'il espérait rassurant. « J'ai juste besoin de comprendre les habitudes de la maison. Vous êtes la nièce de Madame Stone, c'est... » « Bien ça ?» La jeune fille hocha la tête, les yeux baissés. « Oui, monsieur, c'est tante Lavinia qui m'a trouvé le poste. Elle prend bien soin de toi, j'imagine. Elle veille sur toi. » Un autre hochement de tête, plus hésitant cette fois. « Ça doit être inquiétant, alors, » poursuivit Drew d'un ton désinvolte, appuyé contre l'encadrement de la porte, quand on parle de la faillite de l'entreprise du maître. L'incertitude quant à l'avenir. Le pliage de Sarah devint plus réfléchi, un peu trop précis. Tante Lavinia disait de ne pas écouter les ragots. Elle disait que le maître avait tout en main. « Et c'est ce qu'il a fait, » dit Drew d'une voix doucereuse. « Ce télégramme qu'il a reçu hier, c'était une bonne nouvelle. Tous ses ennuis étaient terminés. » Les mains de la jeune fille s'immobilisèrent une fraction de seconde. Ce fut un bref silence, mais pour l'œil exercé de Drew, c'était révélateur. Elle savait quelque chose. « C'est bien, monsieur, » murmura-t-elle.
Ça a dû être un soulagement pour tout le monde, insista Drew. Surtout pour Madame Croft. Je suppose qu'elle était ravie. Le regard de Sarah se tourna vers la porte, comme si elle attendait l'apparition de sa tante. La maîtresse. Elle est réservée, monsieur. Elle ne se confie pas à moi. Mais tu vois des choses, n'est-ce pas, Sarah? La voix de Drew était douce, mais insistante. C'est toi qui ranges. Tu as dû voir l'état du bureau après que c'est arrivé. La fille frissonna. Je ne suis pas entrée. La police m'a interdit, bien sûr, mais avant ça, pendant la journée. Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel? Quelqu'un là où il ne devrait pas être? Elle secoua la tête d'un geste frénétique, tel un oiseau. Non, monsieur, c'était la fête. Tout le monde entrait et sortait. Drew décida de changer de tactique. Il fouilla dans sa poche et en sortit la photo de l'empreinte de pas dans le jardin de Miss Marple. Il ne lui montra pas la photo entière, juste un gros plan de la semelle, à motif caractéristique. Nous avons trouvé cette empreinte près de la scène du crime. Nous essayons d'identifier la chaussure. On dirait un talon lilac court. J'ai cru comprendre que vous en aviez une paire, comme ça. Le visage de Sarah devint aussi blanc que le drap qu'elle tenait. Sa main se porta à sa bouche. Ce sont mes plus belles chaussures. Je ne les porte que pour aller à l'église. Je n'étais pas... Je ne t'accuse pas, Sarah, dit Drew rapidement, bien que son pouls s'était accéléré. Sa réaction fut une panique pure et simple. J'ai juste besoin de les voir, pour les éliminer de notre enquête. Où sont-ils? Sans un mot, la jeune fille pointa un doigt tremblant vers un petit placard bien rangé au bout du couloir. Drew l'ouvrit. À l'intérieur, par terre, se trouvaient 2 paires de chaussures, une paire de chaussures de tous les jours usées et une paire d'élégants talons noirs, lilac, courtes. Il prit ces derniers. Les semelles étaient propres, récemment essuyées, et le motif distinctif du talon correspondait parfaitement à la photo. Il les brandit. « Sarah, pourquoi faudrait-il les nettoyer ?» Les larmes montèrent aux yeux de la jeune fille. « J'ai dû marcher sur quelque chose. Je les garde toujours propres. Tante Lavinia dit qu'une jeune femme doit toujours être soignée. » C'était une excuse pathétique, toute faite. Drew ressentit une vague de certitude. Cette fille, effrayée, sous la coupe de sa redoutable tante, était entrée dans le jardin de Miss Marple. Elle avait volé l'aiguille. « Sarah, dit-il d'une voix légèrement dure, c'est une enquête pour meurtre. Mentir pour protéger quelqu'un est un délit très grave. Je crois que tu étais là. Je crois que tu as pris l'aiguille à tricoter dans le sac de Miss Marple. Pourquoi? Qui t'a ordonné de faire ça? » Le barrage céda. Des sanglots parcoururent la silhouette frêle de la jeune fille. « Je ne voulais pas faire de mal. Elle a dit que c'était une blague, une leçon pour lui. » « Qui a dit ça, Sarah? Qui t'a dit de le prendre ?» Mais avant qu'elle puisse répondre, une voix aiguë s'éleva dans le couloir. « Inspecteur, que signifie tout cela ?» Lavinia Stone se tenait en haut de l'escalier de service, le visage impassible. Elle s'avança vers eux, se plaçant physiquement entre Drew et sa nièce. « Comment osez-vous intimider une enfant? Elle ne sait rien, laissez-la tranquille. »« Elle en sait beaucoup, Madame Stone, » dit froidement Drew en brandissant les chaussures. « Elle était dans le jardin de Miss Marple hier. Elle a volé cette aiguille à tricoter, et je crois que c'est vous qui l'avez incitée à le faire.
Les yeux de Madame Stone brillèrent d'une fureur glaciale. « C'est une accusation abjecte. Cette fille est naïve. Elle s'embrouille. Elle a probablement juste admiré le tricot de Miss Marple et l'a ramassé sans réfléchir. N'est-ce pas, Sarah ?» Elle lança un regard terrifiant à sa nièce. Sarah, intimidée et terrifiée, ne pouvait que hocher la tête en silence, ses sanglots se transformant en hoquets de peur. « Vous voyez, » dit Madame Stone, en se retournant vers Drew avec un air triomphant. « Une erreur stupide, rien de plus. Maintenant, si vous avez fini de harceler mon personnel, inspecteur, j'ai une maison à gérer. Une maison en deuil. » Elle prit Sarah fermement par le bras et l'entraîna dans le couloir, laissant Drew seul, les maudites chaussures à la main. Il avait été si près. Il avait lu la vérité dans les yeux terrifiés de la jeune fille. Mais Lavinia Stone avait surgi et l'avait fait taire avec l'efficacité impitoyable d'un gardien de prison. Il avait des preuves du vol, mais il n'avait ni aveu, ni lien avec le meurtre lui-même. Seulement la certitude profonde que la gouvernante et sa nièce étaient au cœur de l'affaire. Mais pourquoi? Quelle était la leçon qui avait dégénéré en meurtre? Il devait briser leur alliance. Il devait parler à Sarah sans la présence terrifiante de sa tante. Et il connaissait la personne idéale pour y parvenir. Il quitta Marley Court, les semelles propres et à motif de ses talons lilac Court, lui semblant les plus lourdes qu'il ait jamais portées. La façade élégante de la maison lui apparaissait désormais comme un écran peint, dissimulant un monde de coercition et de peur. Le meurtre de Laurence Croft n'était pas seulement un crime passionnel ou de cupidité, c'était un crime de contrôle. Et Lavinia Stone, il en était sûr, était fermement aux commandes. Chapitre 8. Le salon du presbytère était un havre de paix et de chintz. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres, illuminant des grains de poussière dansant dans l'air. Miss Marple versait du thé à l'inspecteur-chef Drew, les mains fermes, la tasse en porcelaine émettant à peine un bruit lorsqu'elle la posa sur la soucoupe devant lui. « Donc, dit-elle en s'installant dans son fauteuil, la bonne était la voleuse, et la gouvernante est la protectrice. Une dynamique classique. Elle a complètement fait taire la fille, dit Drew, la frustration perçant dans sa voix. Un seul regard et la fille s'est refermée. Elle est terrifiée, mais elle a dit quelque chose avant que Stone n'intervienne. Elle a dit « C'était juste une blague et une leçon pour lui. » Qui est elle? Ça doit être Stone. Ou bien, suggéra Miss Marple en versant un peu de lait dans son thé, ce pourrait être Madame Croft. Une femme de chambre appellerait naturellement sa maîtresse, elle. Drew marqua une pause, sa tasse à mi-chemin de ses lèvres. Eleanor Croft? Mais elle est à bout de nerfs. Vraiment, dit Miss Marple d'un ton doux. Ou est-ce une mise en scène? Le chagrin et la peur peuvent se ressembler beaucoup pour un œil non averti, et une mise en scène serait nécessaire si l'on venait d'orchestrer un meurtre et qu'on devait s'assurer qu'une servante loyale et une gouvernante protectrice ne nous trahissent pas. Elle prit une petite gorgée de thé. Regardez le télégramme. Madame Croft prétendait que son mari était soulagé. Mais vous avez senti que sa réaction était bizarre. Et si l'effacement de la dette était, pour elle, un désastre? Et si elle avait besoin que son mari soit ruiné? Pourquoi diable aurait-elle besoin de ça?
demanda Drew, déconcerté. Les gens ont des raisons bien particulières, inspecteur principal. Souvent financières, mais pas toujours. Parfois, c'est une question de liberté. Parfois, c'est une question de passé. Elle posa sa tasse. Vous devez parler à cette fille en privé, sans l'influence de sa tante ou de sa maîtresse. Elle est la clé. Elle sait qui lui a donné l'ordre. Et comment proposes-tu que je fasse ça? Prendre le château d'assaut? Stone ne la quittera pas des yeux. Inutile de s'agiter, dit mademoiselle Marple avec un léger sourire. Il existe la méthode traditionnelle du message. Le vicaire se rend à Marley Court ce soir pour apporter un réconfort spirituel à madame Croft. Il lui suffirait de demander un petit panier de provisions à la cuisine pour le programme de visite de l'église. Une demande de provisions spécifique qui nécessiterait que la femme de chambre soit envoyée chez l'épicier. Seule. Drew la fixa du regard, l'admiration perçant sa frustration. Tu voudrais que le vicaire participe à une ruse policière. Non, le vicaire est partie prenante dans la révélation de la vérité, ce qui est une affaire spirituelle, le corrigea-t-elle doucement. Je vais lui parler. Je crois qu'il en comprendra la nécessité morale. 1 heure plus tard, alors que les ombres commençaient à s'allonger, Sarah fut effectivement envoyée chez l'épicier du village avec une liste comprenant de l'orge perlée, dont madame Stone affirmait qu'ils étaient en rupture de stock, et de la cochenille pour colorer les glaçages, un produit dont le presbytère avait inexplicablement besoin. Elle marchait d'un pas rapide, la tête baissée, avec la même anxiété furtive que Daisy avait manifestée. Elle n'atteignit jamais l'épicerie. Alors qu'elle s'engageait dans la ruelle derrière l'église, l'inspecteur en chef, Drew, la rejoignit. « Sarah, dit-il d'une voix basse mais ferme, il faut qu'on parle. Sérieusement cette fois, où personne ne peut nous interrompre. » La jeune fille ressemblait à un animal acculé, ses yeux cherchant une issue de secours qui n'existait pas. Drew la guida non pas vers le commissariat, mais vers la sacristie silencieuse de l'église. C'était un lieu neutre et solennel. Miss Marple était déjà là, assise sur une chaise à dossier droit près de la caisse, son tricot sur les genoux. Sa présence était, d'une certaine manière, moins menaçante que celle de Drew seul. « Allons, Sarah, » dit Miss Marple d'une voix douce. « Personne ne t'en veut. On sait qu'on t'a persuadé de faire quelque chose que tu savais mal. Tu n'as aucun problème. Mais un homme est mort, et nous devons connaître la vérité. Qui t'a demandé de prendre mon aiguille à tricoter ?» La jeune fille tremblait, se tordant les mains. Le silence s'éternisa, seulement rempli par le lent tic-tac de l'horloge de la sacristie. Son regard passa du visage sévère de Drew à celui, calme et attentif, de Miss Marple, l'autorité de la loi contre la douce pression de la morale villageoise. C'est cette dernière qui la brisa. C'était la maîtresse, murmura-t-elle, d'une voix étranglée. Madame Croft. Drew ressentit une pointe de surprise, rapidement suivie d'une satisfaction morose. Miss Marple avait raison. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Quelle était la blague, la leçon? Elle était tellement en colère contre lui, dit Sarah, les mots jaillissant à la volée maintenant que le seau était brisé. Elle avait découvert l'argent. Il y avait une lettre. Elle disait qu'il lui avait promis quelque chose depuis des années, et maintenant, il avait tout dépensé pour ses affaires stupides. Elle disait qu'il avait besoin d'être gêné, humilié, comme il l'avait
humiliée. Elle disait qu'enfoncer l'aiguille dans le prix lui montrerait qu'il ne pouvait pas cacher ses doigts collants. La fille rougit à cette phrase. « Des doigts collants ?» insista Drew. « Je ne comprends pas ce qu'elle voulait dire, monsieur. » Elle a juste dit qu'il avait pris ce qui ne lui appartenait pas et qu'il se croyait désormais en sécurité, mais ce n'était pas le cas. Elle a dit que l'aiguille le lui rappellerait. Sarah pleurait maintenant, de douces larmes de désespoir. « J'ai juste fait ce qu'on m'a dit. Je ne savais pas qu'il serait... Je n'étais pas au courant du meurtre. » « Et les chaussures ?» demanda Drew plus doucement. « Pourquoi les semelles ont-elles été nettoyées ? J'avais marché dans la boue près du buisson de lavande. La maîtresse m'a dit de les nettoyer immédiatement. Elle m'a dit qu'une dame se doit d'être toujours propre. La même phrase que Madame Stone avait utilisée. L'instruction avait été transmise. Une chaîne de commandements allant de la maîtresse à la gouvernante, puis à la servante. « Merci, Sarah, » dit doucement Miss Marple. « Tu as été très courageuse et très sincère. C'est tout ce dont nous avons besoin pour l'instant. Tu peux aller chez l'épicier. » La jeune fille s'enfuit, le soulagement et la peur se lisant sur son visage. Lorsqu'elle fut partie, Drew laissa échapper un long soupir. Eleanor Croft, la veuve endeuillée, c'était une mise en scène. Elle a orchestré le vol de l'aiguille. Elle voulait l'humilier publiquement. Mais avait-elle l'intention de le tuer? Ou la leçon a-t-elle dégénéré? La deuxième aiguille à tricoter était tachée de sang, lui rappela Miss Marple. Elle a été placée là. Ce n'était pas un accident. C'était un acte délibéré après coup, pour faire passer le message, pour rejeter la faute sur une femme, plus précisément sur quelqu'un comme Daisy, ou peut-être même sur moi. C'était un acte froid et calculé, pas celui d'une femme prise, d'une rage aveugle. Alors elle l'attire dans le bureau, peut-être pour poursuivre la dispute, songea Drew. Il est colérique, irascible, il frappe, elle se défend avec un objet lourd. Puis, prise de panique, elle met en scène la scène avec la deuxième. « Aiguille, peut-être ?» dit Miss Marple, même si elle semblait peu convaincue. Mais cela demande une grande présence d'esprit pour une personne à bout de nerfs. Et cela n'explique pas le nettoyage des chaussures. Cela avait été ordonné avant le meurtre. Pourquoi Madame Croft s'inquiéterait-elle d'un peu de boue sur les chaussures de sa femme de chambre, si elle ne savait pas que la boue pouvait localiser la jeune fille à un endroit précis et à un moment précis? Cela suggère qu'elle savait que le vol serait important plus tard. Cela suggère une préméditation. Elle leva les yeux vers Drew, ses yeux bleus graves. « Je pense que tu devrais découvrir quelle somme d'argent M. Croft était censé avoir promise à sa femme, et ce qu'il y avait dans la lettre mentionnée par Sarah. J'ai le sentiment que la réponse ne se trouve pas dans les comptes de l'entreprise, mais dans quelque chose de bien plus ancien, quelque chose de caché. » L'horloge du presbytère commença à sonner l'heure d'une voix grave et solennelle. Dehors, le village de Marlécombe s'installait dans une soirée agitée, ses habitants fermant leurs portes avec un peu plus de précaution, jetant des regards soupçonneux à leurs voisins. À l'intérieur de la sacristie, le mystère avait enfin trouvé sa forme. Il ne s'agissait pas d'un accord commercial ou d'un amant jaloux. Il s'agissait d'une promesse rompue, d'une dette d'un autre genre.
Et le tueur, semblait-il, était celui que tout le monde avait le plus plaint. Chapitre 9. Le bureau de Marley Court n'était plus une scène de meurtre. La police avait pris des photos et des mensurations. Le corps avait été emporté depuis longtemps. Mais la pièce régnait toujours un silence pesant, une impression de viol. Le beau tapis persan avait disparu, pris comme preuve, laissant une tache pâle sur le parquet sombre. Le grand bureau, en revanche, subsistait, sa surface vide et polie, monument à une vie brutalement terminée. L'inspecteur principal Drew se tenait devant, sentant le poids des secrets de la maison. Les aveux de Sarah avaient bouleversé toute l'enquête. Eleanor Croft n'était plus une victime à protéger, mais une suspecte de premier plan à démasquer. Cette dépression nerveuse n'était qu'une façade. Mais une façade avait besoin d'un fondement, d'une raison. Quelle promesse avait été rompue? Quelle lettre avait révélé la vérité? Il entreprit une fouille méthodique du bureau. Les tiroirs du haut ne contenaient que du papier à lettres, de la cire à cacheter et des stylos inutilisés. Le tiroir du bas, verrouillé, nécessitait un peu moins de cérémonie. Drew utilisa un Jamie provenant de la trousse à outils fournie par un agent. Le bois se brisa dans un bruit qui parut indécemment fort dans le silence de la maison. L'intérieur, il n'y avait pas de registre professionnel, mais des archives personnelles. Des liasses de lettres nouées d'un ruban délavé, une fleur séchée, une photo d'un Lawrence Croft plus jeune et plus doux, le bras autour d'une belle femme brune qui n'était pas Eleanor, et au fond, un petit coffre-fort cerclé de laiton. La clé était sur l'anneau de la poche de Croft. Drew l'inséra dans la serrure et souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvaient d'autres lettres, plus récentes, et un seul document d'apparence juridique. Drew le prit. C'était un testament. Pas celui officiel détenu par l'avocat de la famille, mais une version antérieure, datée de 5 ans auparavant, juste après l'achat de Marley Court par Croft. Drew parcourut le jargon juridique, son regard s'arrêtant sur une clause unique et remarquable. Et je lègue par la présente la somme de 20 000 livres, libre de tout droit, à Clara Jennings, de 14B Wentworth Mansions, Londres, en remerciement de sa compagnie et de son aide passée, 20 000 livres, une fortune, à une femme qui n'était pas la sienne. Sous le testament se trouvait une pile de lettres. Le papier était cher, l'écriture fluide et féminine. Drew ouvrit la plus récente, datée d'1 mois seulement. « Ma très chère Laurence, ça a commencé là. Nouvelle de vos difficultés me peine profondément. J'ai cru en votre promesse ces 5 longues années. Et l'idée qu'elle puisse maintenant être anéantie m'a profondément affecté. J'ai gardé le silence, comme vous me l'avez demandé. Mais ma patience et mes ressources ne sont pas infinies. La somme convenue n'est pas un simple cadeau, c'est ma sécurité, la reconnaissance que vous m'avez promise pour la vie que nous avons partagée. Ne laissez pas votre ambition détruire le peu de réconfort que j'ai été amené à espérer. Je dois insister pour que nous parvenions à une solution avant la fin du trimestre. Votre toujours plein d'espoir. Clara Drew se rassit dans le fauteuil en cuir, la lettre à la main. Clara Jennings, la belle femme sur la photo. Leur ancienne relation. Tout était parfaitement clair. Lawrence Croft avait une maîtresse de son ancienne vie. Lorsqu'il avait gagné de l'argent et racheté Marley Court, il lui avait promis un arrangement
une compensation pour son silence et son passé. Mais son entreprise avait alors connu des difficultés. Les 20 000 livres destinés à Clara avaient été nécessaires pour sauver sa société. Le télégramme, solde entièrement ajusté, ne concernait pas seulement une dette, c'était la confirmation que l'argent avait disparu, dépensé. Clara Jennings ne toucherait rien, et Eleanor Croft l'avait découvert. C'était la promesse non tenue. C'était la source de son humiliation froide et furieuse. Son mari avait non seulement été infidèle, mais il avait promis une petite fortune à sa maîtresse, une fortune qui revenait de droit à sa femme et à ses biens. L'humiliation publique de l'aiguille à tricoter, un outil féminin, un symbole domestique, était sa vengeance. Un message clair sur ses doigts collants qui s'ingéniaient à toucher à ce qui ne lui appartenait pas. Mais s'était-il arrêté à l'humiliation? Drew rassembla les preuves, l'esprit en ébullition. Le mobile était désormais insurmontable. Mais les moyens et l'opportunité? Eleanor Croft n'était pas une femme forte. Aurait-elle pu porter le coup fatal, à moins que la violence n'ait éclaté lors d'une confrontation. Peut-être s'était-il moqué d'elle, tout comme il s'était moqué du colonel. Peut-être l'avait-il provoqué. Un lourd presse-papier, un serre-livre en laiton. N'importe. Quoi aurait pu être l'arme, brandie dans un élan de force furieuse? Puis, la mise en scène. La deuxième aiguille à tricoter, posée près de sa main. Un geste final, brutal. Présenter le crime comme l'œuvre d'une femme, pointant vers Daisy, ou peut-être même vers la mystérieuse Clara. C'était brillant de cruauté. Il avait besoin de reparler à Eleanor Croft. Fort de cela, il pouvait désormais révéler son histoire. Il la trouva non pas dans le salon, mais dans le petit salon, contemplant le jardin. Elle tenait une rose dont les pétales étaient pendants. Elle ne se retourna pas lorsqu'il entra. « Madame Croft, » dit-il d'une voix ferme, « il faut qu'on parle de Clara Jennings. » Elle resta figée. La rose tremblait dans sa main. « Je ne connais pas ce nom. »« Je pense que oui, » dit Drew. Il posa la photo sur la table à côté d'elle. « Je crois que tu as trouvé les lettres. Je crois que tu as découvert que ton mari lui avait promis 20 000 livres. Et je crois que tu as appris hier qu'il avait utilisé 7 argent pour sauver son entreprise. » Elle se retourna alors, et la transformation fut choquante. Sa vulnérabilité avait disparu. Son regard était sec, perçant, empli d'une haine froide et brûlante. Le masque de distinction s'était dissous, révélant la femme furieuse qui se cachait sous elle. « Il a promis moi, » siffla-t-elle d'une voix basse et venimeuse. « Il m'a promis cette vie, la sécurité, le respect. Et pendant tout ce temps, il détournait tout ça vers, créature de son passé. Il s'est moqué de moi. Pendant des années. » « Alors tu as décidé de te moquer de lui, » dit Drew. L'aiguille à tricoter de la tombola. Une attention particulière. Le mépris d'une femme. Un étrange sourire amer se dessina sur ses lèvres. Il avait l'air si effrayé. Pendant un instant, il a su. Il a su que je savais. Ça valait le coup, rien que pour ça. Et puis tu l'as encore confronté. Ici. Hier soir.
La dispute a dégénéré. Le sourire s'évanouit. Je n'ai pas tué mon mari, inspecteur. Les preuves suggèrent le contraire. Votre domestique a avoué avoir volé l'aiguille sur vos ordres. Vous aviez le mobile. Vous en aviez l'occasion. Vous étiez dans la maison. J'étais dans ma chambre, dit-elle, d'une voix à nouveau froide et monotone. Avec un mal de tête, comme je l'ai dit. Et la deuxième aiguille, celle plantée près de son corps, je n'en sais rien. Elle se tourna vers la fenêtre et le congédia. Vous avez tort, inspecteur. Vous avez trouvé un mobile à la colère, mais pas au meurtre. Je venais de gagner. L'argent avait disparu. Elle n'aurait rien. J'avais ce que je voulais. Pourquoi le tuerais-je alors? C'était une bonne question. Une question logique. Elle fit réfléchir Drew un instant. Vengeance? Rage, c'était de puissants moteurs, mais elle avait raison. La menace financière était neutralisée. En quittant la pièce, les lettres accablantes à la main, il ressentit une lueur de doute. Eleanor Croft était coupable de méchanceté, d'humiliation, de vol. Mais était-elle coupable de meurtre? Sa dernière question résonna dans son esprit. Pourquoi le tuerais-je alors? Il devait retrouver Miss Marple. Elle percevrait le schéma, la forme de vérité cachée dans les paroles de colère. Et les promesses non tenues. Elle saurait si les pièces du puzzle s'assemblaient parfaitement ou si, une fois de plus, ils étaient entraînés sur une voie qui semblait évidente, mais qui n'était en réalité qu'une diversion habilement préparée. Chapitre Dix Miss Marple. Écoutez le récit de l'inspecteur-chef Drew dans le calme de son cottage, les mains immobiles pour une fois, son tricot posé sur ses genoux comme un chat endormi. La lumière du soir projetait de longues ombres sur la pièce, creusant les rides de son visage pensif. « Clara Jennings », murmura-t-elle lorsqu'il eut terminé. « Oui, c'est logique. Un secret du passé, une promesse d'argent, c'est une histoire très courante, j'en ai bien peur. Mais Madame Croft a raison sur un point, inspecteur principal. C'est un drôle de moment pour le tuer. » Drew, qui faisait les 100 pas, s'arrêta. « Comment ça? Elle était furieuse. » « Vraiment? » Le regard bleu de Miss Marple était perçant. Elle venait d'exécuter un plan pour une humiliation, très précise et publique. Elle avait vu sa peur, elle avait gagné, l'autre femme n'obtiendrait pas l'argent. Puis, dans un accès de colère, le tuer, ça semble brouillon, indiscipliné. Et la mise en scène avec la deuxième aiguille n'était pas brouillonne. C'était froid et délibéré. On dirait que ce n'est pas la même main. « Tu penses qu'elle est innocente ?» demanda Drew, surpris et un peu frustré. « Je n'ai pas dit ça, » corrigea doucement Miss Marple. « J'ai dit que les deux actes, l'humiliation et le meurtre, étaient psychologiquement distincts. L'un est celui d'une femme qui veut blesser la fierté de son mari. L'autre est celui de quelqu'un qui veut sa mort et veut en cacher la raison. » Elle reprit son tricot, ses doigts retrouvant le rythme. « Vous avez dit qu'il y avait une photo. » « De M. Croft et de cette Clara Jennings. » Drew le lui tendit. Elle leva le livre à la lumière, observant les visages du jeune homme et de la belle femme aux cheveux noirs. « Il a acheté Marley Court il y a 5 ans, songea Miss Marple. Et ce testament, lui promettant de l'argent, datait de cette époque. Il la mettait de côté, mais avec un généreux lot de consolation, une compensation pour son silence et son passé. Mais il ne l'a jamais payé.
Il a plutôt dépensé l'argent pour ses affaires. Elle baissa la photo. C'est très dangereux, inspecteur principal. Rompre une promesse faite à une maîtresse est une chose. Rompre une promesse faite à une femme qui a été, à ses propres yeux, lésée et maintenant trompée, cela peut provoquer une réaction bien différente de l'humiliation d'une épouse. Une nouvelle possibilité commençait à poindre dans l'esprit de Drew. « Tu crois que Clara Jennings est ici ?» À Marleycombe, la fête serait une couverture parfaite, dit Miss Marple. Un inconnu ne se ferait pas remarquer dans la foule. Tout le monde suppose que celui qu'il ne reconnaît pas vient du village voisin. Elle aurait pu venir. Elle aurait pu voir l'humiliation publique, l'aiguille à tricoter. Elle aurait pu croire que c'était un message pour elle. Elle aurait pu saisir sa chance. Sa chance pourquoi? Pour enfin récupérer ce qui lui était dû, dit simplement Miss Marple. Peut-être l'a-t-elle confronté, exigeant l'argent. Il s'est moqué d'elle, comme il s'était moqué du colonel. Lui a-t-il dit que tout était parti? Et peut-être, sa colère qui couvait depuis des années a-t-elle fini par déborder? L'aiguille à tricoter, déjà symbole des événements de la journée, était à portée de main. Elle frappe, puis, prise de panique, elle met en scène la scène pour qu'elle ressemble à l'œuvre du Joker originel, l'épouse. Drew y réfléchit. C'était plausible. Cela expliquait l'écart entre le vol malveillant et le meurtre violent. Deux femmes différentes, avec deux griefs différents, agissant le même jour. Mais les chaussures de la bonne, argumenta-t-il. L'empreinte, Sarah a pris la première aiguille, c'était pour Madame Croft. Oui, acquiesça Miss Marple, mais qui peut dire que les mêmes chaussures n'auraient pas pu être portées par quelqu'un d'autre? Si cette Clara Jennings avait découvert le plan de la maîtresse, peut-être avait-elle entendu quelque chose, vu le comportement furtif de la servante. Elle aurait peut-être vu une opportunité. Elle aurait pu prendre la deuxième aiguille chez la servante, ou même plus tard dans le panier à ouvrage de Madame Croft. Ses chaussures sont courantes. Si elle avait eu la même pointure, elle laissa cette pensée planer. C'était une théorie, fondée sur des conjectures, mais d'une élégance glaçante. Cela signifiait que le tueur n'était peut-être pas du tout à Marleycombe. Elle était peut-être de retour à Londres, à Wentworth Mansion, persuadée de s'en être tirée. « Je dois retrouver cette femme », dit Drew d'une voix grave. Il rassembla la photo et les lettres. « Je vais téléphoner à Londres. Faites envoyer immédiatement un agent à Wentworth Mansion. » Avant que vous ne le fassiez, dit Miss Marple, sa voix l'arrêtant à la porte. Il y a encore une chose, le testament. L'Ancien Testament. Vous disiez qu'il lui promettait 20 000 livres. Mais l'entreprise était en difficulté. L'argent avait disparu. Alors pourquoi l'aurait-elle tué? Elle n'y gagnerait rien. En fait, avec sa mort, son droit à... L'argent disparaît complètement. Non, si elle l'a tué, ce n'était pas pour le profit. C'était pour autre chose. La vengeance, dit Drew. Peut-être, dit Miss Marple. Mais elle semblait troublée. La vengeance est un mobile, puissant. Mais elle est aussi simple. Ce crime semble complexe. L'humiliation, les aiguilles volées, la mise en scène, on dirait une histoire que quelqu'un s'efforce de raconter. Après le départ de Drew, pressé
de téléphoner à Londres. Miss Marple resta assise. La théorie de Clara Jennings était intéressante, mais elle ne tenait pas debout. Elle reposait sur l'idée qu'une inconnue s'immisce avec aisance dans un drame villageois, sur l'écoute des conversations pertinentes et sur la recherche des outils adéquats. Son esprit revenait sans cesse à la sphère domestique, à la maison, aux personnes qui étaient toujours là. La protection féroce de Lavinia Stone, la terreur de Sarah, la fureur froide d'Eleanor Croft. Elle pensait aux chaussures nettoyées. Une dame doit toujours être soignée. L'expression utilisée par Madame Stone et Madame Croft. Un sentiment partagé. Une attitude partagée. Une pensée soudaine et surprenante lui traversa l'esprit. Elle était si simple, si évidente, qu'elle l'avait complètement manquée. Et si la colère ne venait pas de l'argent lui-même? Et si elle concernait ce que l'argent contenait, représentait? Elle pensa à la photo, la belle Clara Jennings, et elle pensa à Eleanor Croft, délicate et nerveuse. Deux femmes très différentes. Mais qu'en était-il d'une troisième femme? Une femme qui n'était ni épouse ni maîtresse, mais qui avait consacré sa vie à la maison? Une femme dont l'identité et la sécurité étaient entièrement liées à sa stabilité? Une femme qui verrait l'humiliation de sa maîtresse non seulement comme une tragédie personnelle, mais comme une menace pour l'ordre tout entier qu'elle s'efforçait de maintenir. Pierre Lavinia. La gouvernante avait accès à tout. Elle aurait pu trouver les lettres. Elle aurait pu découvrir le secret. Elle aurait été furieuse pour sa maîtresse. Une fureur possessive. Elle avait la force de caractère et peut-être la force physique pour porter un coup. Elle avait la ruse pour mettre en scène la scène. Et elle avait une nièce loyale et terrifiée, capable de voler une aiguille à tricoter et de nettoyer une paire de chaussures. Elle avait un mobile, protéger son monde. Elle en avait les moyens, elle en avait l'opportunité. Et elle avait subtilement, habilement, pointé du doigt tout le monde. Les aiguilles de Miss Marple recommencèrent à cliqueter, un rythme doux et régulier dans la pièce silencieuse. Le motif final commençait à se dessiner. Mais elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé dans ce bureau après la fête. Et elle savait qu'il y avait une personne qui avait peut-être vu ou entendu quelque chose, quelqu'un que tout le monde avait négligé parce qu'il était toujours dans les parages, toujours à l'écoute.